À la une de ce journal, comment renaître de ses cendres lorsqu'on est une victime de la crise post-électorale. Mariam Cissé l'a bien réussi. Cette Ivoirienne s'est lancée dans l'entrepreneuriat après les conséquences de la crise économique post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, de violentes manifestations dans la capitale Kinshasa après les sénatoriales dans le pays. On en dénombre déjà un mort. Et les gilets jaunes en France font surface à nouveau ce week-end. Ils ont saccagé plusieurs magasins et agressé des forces de l'ordre au niveau des Champs-Élysées. Bienvenue dans ce First News. Commençons ce journal par ce sujet, le commerce de pagne. Pour une Abidjanaise, acheter un pagne au marché d'Adjamé, nord de la capitale économique ivoirienne, tient au sobriquet que celui-ci porte. Et de nom de pagne, on en trouve presque autant que des bébés qui naissent dans les maternités de la capitale. De mon mari est capable ou mon mari est capable, en passant par l'œil de ma rivale ou encore le lit de mon mari. Ces noms renseignent sur la situation financière et matrimoniale des acheteuses. On suit ensemble cet élément. Pour une Abidjanaise, acheter un pagne au marché d'Adjamé, au nord de la capitale ivoirienne, tient au sobriquet que celui-ci porte. Et des noms de pagne, on en trouve presque autant que les bébés qui naissent dans les maternités de la capitale. De mon mari est capable ou mari incapable, en passant par l'œil de ma rivale ou encore le lit de mon mari, ces noms renseignent sur la situation financière ou matrimoniale des acheteuses. Ça c'est mari ingrat. Bon, je préfère ce pagne-là que lui. Je ne supporte pas ce pagne-là parce qu'il ne me plaît pas. Parce que le nom même qui est dessus, même je n'aime pas ce pagne. Donc mari capable, j'aime parce qu'il est capable. Il fait tout pour moi. Donc j'aime ce pagne-là. Plus que ça là. Chaque mois, de nouveaux motifs arrivent sur le marché, affaiblissant de plus en plus un secteur ébranlé depuis quelques années par la concurrence asiatique qui se soucie peu de la qualité des produits. L'un des pagnes bon marché d'Adjamé s'appelle d'ailleurs « Attention au feu ». Les motifs à succès deviennent des classiques, mais les autres disparaissent. Copies de grandes marques, pour la plupart, ces pagnes sont accessibles à toutes les bourses. Entre 3 et 10 euros la pièce, compte plus de 20 euros pour un pagne de grande marque. Ceux qui prennent en Chine, c'est les pauvres qui peuvent payer ça. Il y a des gens aussi qui sont riches, ils payent ça. Ça dépend des moyens. Ça dépend des moyens. Il y a des pays qui sont hollandais. Tout le monde ne peut pas payer hollandais. Depuis le début des années 2000, l'industrie du pagne, dont la Côte d'Ivoire est l'un des pays phares en Afrique, a pris du plomb dans l'aile face aux concurrents asiatiques. La société Uniwax, filiale du groupe néerlandais Vlisco et leader du pagne en Afrique, a décidé de prendre de vitesse ses concurrents. On a mis une stratégie de créativité, de marketing, de distribution, de production, etc. qui nous permet de lutter efficacement contre ces phénomènes. En gros, si vous voulez, on crée plus vite que le copillon ne copie. Et on fait un produit d'un rapport qualité-prix apprécié par les consommateurs. Le pagne africain, petit nom, gros succès, grandes ambitions, peut-on dire. Son marché est en pleine expansion et il intéresse de plus en plus les artisans, mais aussi les créateurs de mode, les accessoiristes ainsi que le monde du prêt-à-porter. Mariam Cissé fait partie de ces quelques 3000 Ivoiriens qui ont donc bénéficié de l'opération d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Comme les autres bénéficiaires, elle a touché un chèque d'1 million de francs CFA, soit environ 500 euros, avec lequel elle a pu donc ouvrir une boutique de lingerie au quartier populaire de Yopougon dans le nord de la ville. Mariam Cissé fait partie des quelques 3000 personnes qui ont bénéficié de l'opération d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Comme les autres bénéficiaires, elle a touché un chèque d'1 million de francs CFA, soit 1500 euros, avec lequel elle a pu ouvrir une boutique de lingerie au quartier populaire de Yopougon à Abidjan. Ça fait que je ne mendie plus. Ça fait que je ne commande plus chez les voisins. Ma famille, actuellement, je suis autonome. J'ai pu me prendre en charge et mes enfants sont scolarisés. Tout et tout. Moi-même, je suis indépendante. La Côte d'Ivoire a connu une décennie de troubles entre 2002 et 2011, avec un pays coupé en deux entre pouvoir et rebelles. Les nouvelles autorités avaient promis d'indemniser les victimes. L'opération a été réalisée à 90%, selon la ministre de la Solidarité, Maria Tokone.
Une commission nationale d'enquête a été mise en place et cette commission a sillonné l'ensemble du territoire. Et c'est cette commission qui a recensé l'ensemble des victimes. Les 3248 dont je parle, c'est des chiffres qui viennent d'un document bien établi. Présentée comme exemplaire, cette opération d'indemnisation des victimes n'en est pas moins critiquée par une partie des Ivoiriens, qui y voient surtout une manière pour le gouvernement du président Alassane Ouattara de récompenser ses alliés lors de la conquête du pouvoir en 2010-2011. La capitale centrafricaine Bangui est confrontée ces temps-ci à une pénurie d'eau potable, ce qui n'arrange pas du tout visiblement la population de cette ville. Les populations sont donc amenées à se lever très tôt de bonne heure pour pouvoir se procurer de l'eau potable. On suit ensemble cet élément explicatif. Pour ces habitants de Bangui, la capitale de la République centrafricaine, la journée commence de très bonne heure. Certains d'entre eux sont arrivés à cette borne fontaine dès 5 h du matin en espérant pouvoir se procurer un peu d'eau potable. Depuis plusieurs semaines, la ville connaît d'importantes pénuries et ces personnes passent parfois des journées entières devant des points d'eau comme celui-ci en espérant un éventuel ravitaillement. Depuis ces derniers temps, nous avons eu des difficultés. Et c'est pour ça qu'il faut réveiller tôt le matin, venir chercher de l'eau. Et parfois l'eau vient comme ça, arriver à 10 h, 9 h, c'est parti. Et c'est ça qu'on est en train d'attendre. Attendre des heures pour avoir un peu d'eau pour le ménage est un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre à Bangui. Une ville dont la population est estimée à 1 million d'habitants. Nous sommes obligés de la puiser, étant donné que si nous ne le faisons pas, nous n'aurons pas d'eau pour nos travaux à la maison. Nous la puisons, nous y mettons un peu de javel avant l'utilisation. La désinfection de l'eau des puits n'est pas une pratique systématique à l'échelle de la ville. À l'hôpital communautaire de Bangui, les médecins sont témoins chaque jour des ravages de cette eau impropre à la consommation sur la santé des habitants. La mauvaise qualité d'eau quand on la boit, mais ça donne ce qu'on appelle parfois aussi des maladies parasitaires, des maladies infectieuses et également aussi des maladies diarrhéiques, d'origine diarrhéique. Le ravitaillement en eau potable est une question épineuse à Bangui. La capitale de la République centrafricaine souffre de la vétusté des équipements et de l'absence d'investissement dans le secteur de l'adduction en eau depuis plusieurs années. Et en République démocratique du Congo, après les sénatoriales, des violences se sont fait sentir dans la capitale Kinshasa, et ce devant le siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. On en dénombre déjà un mort. Des scènes d'émeutes devant le siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS à Kinshasa. Les militants du parti du nouveau président Félix Tshisekedi protestent contre la défaite de la formation politique aux élections sénatoriales. Ils disent ne pas comprendre comment leurs députés n'ont pas réussi à faire élire un sénateur du parti dans un suffrage indirect. Oui, il y avait les élections sénatoriales ici dans la ville de Kinshasa. Et ici à l'UDPS, nous avions 12 députés provinciaux. Et on espérait qu'au moins, nous pouvions avoir 3 sénateurs. Mais nous sommes surpris d'avoir 0 sénateur. Si les partisans de l'UDPS sont en colère, c'est que le résultat des élections des sénateurs confirme la mainmise du Front commun pour le Congo sur l'ensemble de l'appareil de l'État. Le parti pro-Kabila contrôle l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales et a raflé 84 des 100 sièges au Sénat lors des élections de vendredi. Ils sont en train de revendiquer qu'ils n'ont pas eu de sénateurs. Mais ce n'est pas à nous. Ils ne doivent pas venir faire cet acte de vandalisme chez nous. Au moins, un officier de police a perdu la vie lors de ces manifestations samedi à Kinshasa. Toujours en RDC, en République démocratique du Congo, l'opposant Franck Diongo sort de prison, condamné, je rappelle, en décembre 2016 à 5 ans de prison ferme. L'ancien opposant à Joseph Kabila s'avoue ses premiers moments de liberté. Suivons ensemble ce reportage. Drapé du drapeau de la République démocratique du Congo, Franck Diongo, figure de l'opposition à l'ancien président Joseph Kabila,
savoure ses premiers moments de liberté. Le président du mouvement lumobiste progressiste bénéficie de la grâce présidentielle décidée par Félix Tshisekedi qui devrait concerner des dizaines de prisonniers politiques sur 10 jours. M. Diongo avait été condamné en décembre 2016 à 5 ans de prison ferme pour arrestation et détention arbitraire de 3 militaires de la garde républicaine. Des accusations que lui et ses proches ont toujours rejetées. C'est un prisonnier politique d'un individu. Il n'a rien fait. Il a été arrêté injustement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans la joie très immense de venir prendre l'honorable Franck Diongo. Le président Tshisekedi a promis de faire libérer les militants des droits de l'homme, surtout ceux arrêtés lors des manifestations du 30 décembre. Une bonne fois critiquée par les associations de défense des droits de l'homme justement, qui observent toujours des arrestations de leurs militants depuis l'élection du nouveau président. Parlons à présent de Ethiopian Airlines. Quelques jours seulement après leur arrivée en France, les boîtes noires du Boeing d'Ethiopian Airlines commencent à livrer leurs secrets. Une source qui aurait écouté les enregistreurs du vol a confié à l'agence Reuters que le vol d'Ethiopian Airlines avait pris de la vitesse d'une manière inhabituelle peu après donc son décollage. On suit ensemble cet élément. Quelques jours seulement après leur arrivée en France, les boîtes noires du Boeing d'Ethiopian Airlines commencent à livrer leurs secrets. Une source qui aurait écouté les enregistreurs de vol a confié à l'agence Reuters que le vol d'Ethiopian avait pris de la vitesse d'une manière inhabituelle peu après son décollage. Une voix dans le cockpit aurait alors demandé d'augmenter l'altitude. Le pilote, apparemment extrêmement angoissé, a alors mentionné un problème. Il a ensuite amorcé le retour vers l'aéroport avant que l'avion ne disparaisse des radars. Des détails qu'Africa News n'a pas pu confirmer de manière indépendante. Reste que le point de similitude entre le crash d'Ethiopian Airlines et celui en octobre de Lion Air en Indonésie alimente la suspicion contre le Boeing 737 MAX. Jusqu'ici, aucune preuve formelle ne soutient les soupçons de défaillance de l'appareil. Mais alors que ces tout nouveaux avions sont cloués au sol à travers le monde, Boeing a décidé d'accélérer la mise à jour d'un logiciel de navigation. De son côté, Ethiopian Airlines a annoncé samedi que les tests ADN des 157 passagers pourraient durer jusqu'à 6 mois. La compagnie a proposé aux familles d'enterrer de la terre calcinée. L'identification des victimes sera effectuée à l'aide de normes scientifiques fiables et internationales. Et à cette fin, des organisations reconnues et accréditées sur le plan international, telles qu'Interpol et Blake, seront impliquées. Vendredi, les enquêteurs ont découvert un indice possible sur le site de l'accident, un élément clé de la queue de l'avion. Le stabilisateur horizontal aurait été trouvé dans une position inhabituelle, semblable à celle observée sur l'épave du MAX 8 indonésien. La position du stabilisateur pourrait aider à déterminer si l'avion a piqué du nez pour effectuer une plongée abrupte ou pas. En France, les violences reprennent. Les gilets jaunes ont encore frappé dans la capitale française ce week-end. Le gouvernement a admis des dysfonctionnements dans le dispositif de sécurité mis en place à Paris, où une partie des Champs-Élysées a été saccagée lors de l'acte 18 des gilets jaunes. Édouard Philippe, le Premier ministre français, fera des propositions d'adaptation à Emmanuel Macron d'ici demain. On suit ensemble cet élément. Les forces de l'ordre ont semblé à plusieurs reprises débordées hier par ce déchaînement de violence. Alors les effectifs étaient-ils en nombre suffisant? Oui, répondent les autorités. Pas moins de 5000 policiers et gendarmes étaient mobilisés dans la capitale, dont 1500 dédiés uniquement aux interpellations des casseurs et des plus violents. Mais ce syndicaliste dénonce, tous les effectifs n'ont pas été utilisés à bon escient.
12 unités qui ont été cloisonnées sur le dispositif sanctuarisation de l'Elysée, c'est-à-dire on protège l'Elysée, Matignon, l'Assemblée nationale, le ministère de l'Intérieur, qui n'ont pas du tout intervenu dans le cadre du maintien d'ordre. Le ministre de l'Intérieur l'a lui-même expliqué au Premier ministre hier. C'était aussi effectivement le choix de la concentration pour éviter l'explosion dans toutes les rues, où là il suffit de 5 personnes pour mettre le feu à 10 voitures. Et donc du coup ça rend un peu plus compliqué parce qu'on a une grosse densité de manifestants. Objectif donc, éviter le départ de cortèges sauvages et faire en sorte que ces casseurs ne rencontrent pas les manifestants de la marche pour le climat qui se tenaient au même moment. Ils étaient au total 1500 ultra-violents selon le ministère de l'Intérieur, infiltrés au milieu de 10 000 gilets jaunes, compliquant davantage leur intervention, assurent des policiers. C'est officiel, les Philippines se retirent de la CPI, Cour pénale internationale qui enquête sur les violences commises dans le cadre de la répression féroce du trafic de drogue lancée par le président Rodrigo. On suit ensemble ce reportage. C'est officiel, les Philippines ont quitté la Cour pénale internationale ce dimanche. Le retrait avait été annoncé il y a un an par le président philippin, furieux que la CPI ouvre un examen préliminaire, étape préalable à une enquête sur sa politique antidrogue dans l'archipel. Allez-y, faites vos investigations. Jugez-moi coupable. Bien sûr que vous pouvez le faire. La CPI soupçonne le pouvoir philippin d'avoir commis des assassinats dans le cadre de sa politique de lutte contre les narcotrafiquants. Selon les chiffres de la police philippine, environ 5000 consommateurs ou trafiquants de drogue ont été tués depuis 2016 en tentant d'échapper à une arrestation. Mais les organisations de défense des droits de l'homme parlent de meurtres non justifiés et estiment que leur nombre est en réalité 3 fois plus élevé. La CPI a d'ores et déjà indiqué que cette enquête se poursuivrait malgré le retrait des Philippines. Selon les statuts de la Cour, le départ d'un État membre ne clôt pas les procédures le concernant. En 2017, le Burundi avait été le premier pays à se retirer de la juridiction internationale. Une juridiction dans le collimateur de plusieurs pays. Vendredi dernier, les États-Unis, qui ne sont pas membres de la CPI, ont annoncé une restriction de visa à l'égard d'enquêteurs de la Cour. Et pour cause, la CPI souhaite enquêter sur des crimes de guerre présumés commis en Afghanistan, par l'armée américaine notamment. En Nouvelle-Zélande, suite donc à l'attentat qui a fait plusieurs victimes à Christchurch, des accords de principe sur une réforme du port d'armes dans le pays ont été donc instaurés. La première ministre du pays a annoncé ce lundi que son gouvernement avait donné son accord de principe au durcissement de la législation sur les armes 3 jours après les attentats contre 2 mosquées à Christchurch. On suit ensemble ce reportage. Des armes obtenues après quelques clics sur un site internet. Ce sont elles qui ont permis aux suspects de commettre l'attentat de Christchurch. Le propriétaire de l'armurerie Gun City l'a confirmé. J'ai informé la police que Gun City avait vendu aux suspects 4 armes à feu de catégorie 1 ainsi que des munitions. Il avait obtenu sa licence en novembre 2017 et a effectué son premier achat environ 1 mois plus tard. Dans les rayons de Gun City, des armes de chasse, des fusils semi-automatiques en vente libre. En Nouvelle-Zélande, une licence de port d'armes peut être délivrée après un simple entretien avec la police. Le pays compte 1,5 million d'armes, soit 1 pour 4 habitants. C'est l'un des taux les plus élevés au monde. La première ministre a annoncé un durcissement de la législation sur les armes avant lundi prochain. Je donnerai plus de détails lorsque nous aurons revu l'accord de principe auquel est parvenu le cabinet aujourd'hui. Il y a encore quelques détails sur lesquels nous devons travailler. Nous ferons aussi vite que nous pourrons. Une annonce attendue par une partie des Néo-Zélandais. Je suis pour l'interdiction de toutes les armes à feu. Pourquoi en aurait-on besoin? Cela ne sert qu'à faire des ravages, c'est tout. Le gouvernement ne devrait pas attendre qu'un tel événement se produise pour présenter des lois. Ces lois devraient déjà exister. En Nouvelle-Zélande, plusieurs gouvernements avaient déjà tenté de durcir la législation sur les armes à feu. Ils s'étaient heurtés à chaque fois au lobby de la chasse, opposé à ce type de réforme. Voilà, c'est sur cette dernière information que se referme ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à First TV Africa.